Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine hebdomadaire dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. La philosophie, c'est sexy, c'est le mot d'ordre de notre invitée aujourd'hui, Marie Robert. Elle est philosophe, auteure de nombreux ouvrages dont Les chemins du possible aux éditions Flammarion. Elle a fondé 4 écoles Montessori. Nous reviendrons avec elle aujourd'hui sur cette passion pour la transmission et son envie de mettre la philosophie au cœur de nos vies, de nos écoles aussi. Marie Robert, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Bonjour dans Smart Éducation. Marie Robert, multiples casquettes, là je viens de le dire. Est-ce qu'on peut refaire juste rapidement un tour sur votre parcours? Je disais cette passion pour la transmission, cette passion pour la philosophie, d'où c'est venu tout ça? Avec grand plaisir. Alors effectivement, j'ai plusieurs casquettes. Moi, à l'origine, je suis professeure de philosophie à la fac, vraiment à l'université. Et puis par la suite, poussée par une envie justement de transmettre un peu autrement, je suis devenue entrepreneur dans le secteur de l'éducation, en créant avec mon compagnon 4 écoles Montessori, 2 à Paris, 1 à Clichy et 1, la toute première, à Marseille, puis 2 crèches. Et enfin, la dernière casquette, c'est toujours se transmettre autrement, à travers des livres, à travers des podcasts, à travers un Instagram, à travers des conférences en entreprise. Mais je dirais que le fil conducteur est le même. C'est non seulement la passion pour la transmission, mais essayer d'aller mettre dans tous les interstices cette idée que la pensée nous permet de mieux ajuster notre action. Et peu importe à qui on s'adresse. Exactement. Pour citer votre livre, Quand tu ne sais plus quoi faire, quand évidemment il reste la philo, la philosophie, Marie Robert, c'est une solution à nos maux aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est une solution. En tout cas, c'est une manière d'interroger notre réalité. Et j'ai vraiment cette idée que la philosophie, en tout cas, c'est la façon dont je souhaite la transmettre, c'est penser sa vie, vivre sa pensée. En prenant un petit moment de recul, en décortiquant, en analysant, on revient à l'action d'une manière plus juste, plus cohérente, peut-être plus ouverte, plus active aussi. Donc il y a vraiment ce va-et-vient entre les deux. Pas trouver une solution, mais décortiquer, analyser et se sentir plus à notre place, plus aligné. Est-ce que vous trouvez qu'elle fait peur encore aujourd'hui, la philosophie? Toujours. On a peur d'y aller. Ouais. J'ai beau essayer, et je ne suis pas la seule, on est quand même un peu plus nombreux aujourd'hui à avoir une autre approche, que ce soit des Charles Pépin, que ce soit des Claire Marin. Malgré tout, et soyons un peu honnêtes, la philo reste une discipline élitiste. Tout le monde n'en fait pas, bourgeoise, assez masculine, même s'il y a quelques figures féminines qui émergent. Tout de même, l'image du philosophe, c'est un homme d'un certain âge. Donc, bien sûr qu'elle fait peur. Elle fait peur parce que elle est aride dans sa compréhension. Quand on ouvre Kant, c'est pas facile de le comprendre tout de suite. Donc, tout mon travail, c'est pas de prétendre simplifier la philosophie, mais c'est d'être une forme de passerelle, de dire, tiens, on peut faire de la philo pas seulement en lisant des textes, ça c'est peut-être une seconde étape, mais peut-être en réfléchissant, en essayant de s'interroger sur ce que veulent dire les mots, sur pourquoi, sur une histoire de la pensée. Ça c'est l'objectif aussi derrière Philosophie Sexy. C'était l'objectif derrière ça, désacraliser, dépoussiérer, démocratiser, montrer qu'en fait la philosophie c'est juste, comme vous disiez, se poser des questions. Ouais, il y a cette idée. En fait, pour tout vous avouer, quand j'ai commencé à ouvrir mon compte Instagram, il y a maintenant au moins 8 ans, j'avais pas de prétention, pas de ligne éditoriale, pas de projet, si ce n'est montrer ce que je fais dans le quotidien, c'est-à-dire le matin je me réveille et je me dis tiens, à quoi tu penses? Et si je continue à écrire 2200 signes tous les jours, quoi qu'il arrive, c'est justement pour déposer une hypothèse et dire aux gens, tenez, et vous, que se passe-t-il? C'est se dire qu'on a tous, même dans nos vies pleines de contraintes, avec une accélération qui caractérise notre modernité, on a tous la possibilité de s'arrêter un instant et d'interroger ce qui se passe dans notre esprit. Vous parliez tout à l'heure donc de l'enseignement supérieur, puisque vous avez commencé, donc vous le disiez, professeur de philosophie à l'université. Vous parliez aussi des entreprises. Comment on parle de philosophie aux plus petits, là? C'est ça ma question, aux plus jeunes. Alors, je vais vous dire, c'est sans doute parmi tous les publics, le public le plus réceptif. Ouais. Moi, je commence des ateliers philo, alors j'en fais évidemment dans mes établissements, mais j'en ai fait aussi ailleurs, aux alentours de 4-5 ans. Il y a vraiment un âge, je dirais, un âge métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a un âge où le pourquoi est permanent. Et je suis sûre que des parents qui nous écoutent voient très bien ce que je veux dire. Pourquoi ? Pourquoi l'autorité ? Pourquoi le désir ? Pourquoi les choses ? C'est un mélange d'émerveillement, de questionnement, aussi de vertige, en fait, parce que c'est souvent un âge auquel la question de la mort intervient. Donc, philosopher avec les enfants,
Est-ce que c'est pas trop vertigineux, justement ? C'est presque justement naturel. Donc moi, ma façon de faire, c'est souvent que je commence à raconter une histoire, et une histoire qui interroge des idées, qui interroge des concepts. Et ensuite, il se passe quelque chose quand même de fantastique, c'est que les enfants s'emparent en fait de ces concepts pour dialoguer entre eux. Donc, les ateliers philo avec les enfants ont plusieurs fonctions, non seulement effectivement de se questionner, d'interroger la réalité, de les rendre acteurs, de leur apprendre à préciser leurs pensées. Parce qu'une fois qu'ils ont entendu l'histoire, comment j'argumente, comment je la transmets aux autres, comment j'arrive à affiner ce que je veux dire. Et puis, troisième point, écouter les autres. Se nourrir en fait de l'altérité, être parfois subjugué parce que le copain pense pas du tout la même chose que nous et qu'on trouve ça dingue quand même qu'il pense pas la même chose. Donc c'est à la fois, je dirais, extrêmement simple parce qu'ils ont ce désir et en même temps c'est extrêmement puissant parce qu'il se passe quelque chose dans ces moments qui n'existe pas dans le reste du système éducatif au sens où on ne va pas d'un point A à un point B, on leur enseigne pas une bonne réponse, on leur enseigne une façon de se positionner face au monde. Mais ça, Marie-Robert, pour créer ça, il faut que ce soit très cadré, tout de même. Oui, complètement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit, je dirais, un moment rituel. C'est un moment à part. Et souvent, quand je forme d'autres professeurs ou quand j'échange avec des collègues sur cette question-là, il y a des séances qui parfois sont frustrantes, justement, parce qu'on n'a pas mis un cadre qui... on a l'impression, on avait des ambitions, et puis en fait, les choses nous ont un peu échappé. Donc, il faut vraiment pas s'inquiéter, reprendre, ritualiser, essayer de créer un espace singulier. On est quand même dans une société où on a un peu perdu l'habitude de dialoguer les uns avec les autres. C'est pas un constat, c'est un constat un peu triste, mais c'est pas un constat, c'est pas un jugement. Mais on n'a pas beaucoup d'espace de parole où c'est juste de la parole. Donc les enfants doivent s'habituer. Et je garantis, pour l'avoir vécu, que de semaine en semaine, il se passe quelque chose. Ils prennent l'habitude et la pensée vraiment s'installe. Quel lien on peut faire, Marie-Robert, entre la philosophie et la pédagogie Montessori ? Alors, Maria Montessori ne proposait pas tellement d'ateliers philosophie. En revanche, elle avait vraiment une idée, c'est que la connaissance de l'autre va permettre la paix dans le monde. Je fais un raccourci pour les puristes, mais en tout cas, c'est cette idée de plus on connaît des choses, que ce soit en géographie, en histoire, en sciences, moins on a d'inquiétude face au monde. Je crois que la philosophie participe à cette idée-là. C'est-à-dire en mettant du partage, en mettant de la parole, en mettant de la communication là où il y a de l'altérité, évidemment, en fait, ok, l'autre a une idée différente, mais en fait, à partir du moment où je l'entends, je ne suis pas dans un rapport de violence à l'égard de lui-même. Donc, j'ai la conviction que ça participe effectivement à cette idée de Maria Montessori qui est de dire l'ambition quand même de l'éducation. Et de créer un environnement propice, c'est ça, à l'apprentissage, au développement personnel. Alors évidemment, respect de soi, respect de l'autre, avec l'idée aussi de faire confiance, de poser un regard de confiance sur les enfants. Parce que les ateliers philo, c'est une chose que je n'ai pas mentionnée, mais quand on en anime, c'est aussi accepter que les enfants aient l'autonomie dans leurs paroles. C'est pas du tout une leçon de morale. Je suis pas là à la fin pour dire alors la bonne réponse était absolument pas. Au contraire, c'est accepter parfois qu'il y ait des choses qui sortent, tiens, j'étais pas sur ce chemin. Donc il y a cette idée de paix, il y a cette idée d'autonomie, il y a cette idée de leur faire confiance en fait dans leur capacité à juger. Donc effectivement, il y a cette... Alors on passe pas par le concret puisqu'on est vraiment dans de l'abstrait, donc ça c'est différent de la pédagogie, mais je crois que l'état d'esprit demeure assez proche. Donc 4 écoles Montessori, je le disais, est-ce que les enjeux à Paris, à Marseille, là où vous avez fondé ces écoles-là, sont les mêmes? Non. Et c'est ça, à la fois le plus dur, à la fois moi ce que je trouve le plus intéressant. Il faut imaginer que notre école à Marseille, qui est donc la première que nous avons créée, on a un tissu qui ressemble à la ville. C'est-à-dire, on a quelque chose d'un peu plus familial, il y a des grands-parents qui viennent chercher, des oncles et tantes, quelque chose d'un peu plus ancré, effectivement, dans une perspective familiale. À Paris 15, à Paris 16, on a beaucoup d'expatriés. Donc, on a une autre mixité culturelle qui est une mixité vraiment de nationalité. 70% des enfants que nous accueillons à Paris 15 et Paris 16 sont d'origine étrangère. Donc ça, c'est pas la même chose, parce que ça veut dire des parents isolés qui eux, sont en France pour une expérience. Clichy, on est un peu entre les deux. Donc, on est souvent des parents qui travaillent beaucoup, mais on a aussi un peu plus de terreau familial. Donc,
Notre enjeu, et c'est intéressant parce que c'est pas du tout un business justement qu'on peut juste développer en se disant il y a une recette miracle, je vais faire. Non, il faut comprendre l'endroit où on est. Il faut comprendre l'écosystème de la ville, comprendre les écosystèmes familiaux que nous avons autour de nous. Et je crois que respecter un endroit, c'est précisément ça, justement. C'est pas juste implanter une école et une méthode toute faite, c'est comprendre là où on se situe, même dans le choix des projets pédagogiques d'ailleurs. Vous parliez de crèche, d'école. Est-ce que c'est pas un peu frustrant après de les lâcher, ces enfants, dans le monde de l'école traditionnelle? Si moi je veux jamais les lâcher, j'aimerais les garder jusqu'à la fac. J'ai pas encore eu cette opportunité. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que contrairement à ce qu'on pense souvent, ils s'adaptent totalement au système. Et moi, un de mes enjeux, je dirais, presque personnels. Parce que vous leur avez donné les clés? C'est surtout, on leur a donné confiance. Ouais. En fait, moi, j'avais pas envie de les perfuser à une méthode. Au contraire, je trouve que là, ce serait un peu dangereux. Ils sont capables parce qu'ils ont confiance en eux, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont eu des acquis, parce qu'ils sont bien dans leur peau, de s'adapter à n'importe quel système. Cependant, on crée cette année notre collège à Marseille, enfin en septembre prochain. Évidemment que j'ai envie, moi, d'attaquer le collège, parce que c'est un enjeu fondamental. Le collège est souvent la tranche d'âge assez oubliée dans l'éducation. On parle beaucoup crèche, pour tout un tas de raisons, pas toujours les bonnes d'ailleurs. Maternelle et primaire, ça bouge pédagogiquement. Collège, ça reste difficile. Alors même que c'est un âge de transformation, de questionnement passionnant. Donc j'ai hâte d'y aller. En 30 secondes, Marie-Robert, ce sera ma dernière question. Sûr. Comment imaginer demain un monde où voilà, ces ateliers philosophie, cette pédagogie Montessori d'accompagnement de l'élève, elle va se démocratiser un peu? Pour l'instant, on a l'impression que c'est quand même une infime part des élèves aujourd'hui en France qui sont concernés par ces pédagogies-là. C'est indispensable. C'est en formant les profs, en leur faisant confiance, en leur permettant, en fait, il y a plein de profs qui en ont envie de pratiquer avec un peu plus de liberté. Merci beaucoup, Marie-Robert, d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci beaucoup. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Salut.